tous. Aujourd'hui, dans Passé Présent, nous recevons Pierre de Taillac, éditeur spécialisé en histoire militaire. Fondateur de la maison d'édition qui porte son nom, il vient de publier pour la première fois en français Sur le front, un ouvrage remarquable de Bill Mauldin, prix Pulitzer à 24 ans, dessinateur et soldat américain, témoin direct de la Seconde Guerre mondiale. Ces croquis, réalisés sur le terrain, montrent avec précision et ironie le quotidien des fantassins de l'US Army. Nous parlerons aussi d'un projet ambitieux à paraître, le Dictionnaire des généraux français de la Seconde Guerre mondiale, fruit de 10 années de travail collectif pour un ouvrage unique dans l'historiographie militaire française. Pierre de Taillac, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Vous êtes éditeur, comme je disais, également historien vous avez une formation historique également, et vous avez choisi de faire de l'histoire militaire, non pas un simple sujet de livre, mais un véritable terrain, d'exploration éditoriale. Alors, avec votre maison, vous donnez la parole à des soldats, à des analystes, des témoins directs, comme Bill Mauldin, mais aussi à des chercheurs qui revisitent des pages parfois négligées de notre histoire contemporaine. Alors, première question, qu'est-ce qui vous a poussé à fonder votre propre maison d'édition ? J'ai eu envie de lancer une maison en histoire militaire parce que j'étais passionné de l'histoire. Et quand on aime l'histoire, les temps de guerre sont des périodes très intéressantes qui révèlent des tas de choses tout à fait passionnantes. On peut les traiter de mille façons. On peut faire de l'histoire militaire pure et dure, de la tactique, et c'est très intéressant. Mais on peut s'intéresser aussi à l'histoire sociale, à l'histoire artistique. En fait, les guerres sont des phénomènes totaux. Et donc, tout le monde se retrouve à y participer d'une manière ou d'une autre. Et ça révèle des tas de choses sur la société. Donc j'ai pensé que c'était un très bon sujet d'étude et j'avais fait, quand j'étais étudiant à Londres, un master de War Studies et j'avais découvert les éditeurs militaires anglo-saxons qui sont tout à fait en pointe. Ils font des livres très beaux dans la forme, très intéressants sur le fond mais très beaux dans la forme. Et en France, on était un peu en perte de vitesse. Il y avait des très bons livres mais la forme n'était pas tellement travaillée. Et je me suis dit que ça valait le coup de lancer une maison d'édition qui essaierait de publier des bons livres sur le fond mais qui travaillerait la forme, parce que je suis convaincu que les lecteurs d'histoire militaire sont aussi sensibles à la forme que les lecteurs de tous les autres livres. Et donc je me suis dit qu'il y avait une place à prendre. Alors votre catalogue mêle des beaux livres, des bandes dessinées, des dictionnaires, voire même des romans. Quelle est votre ligne éditoriale ? Comment choisissez-vous vos sujets ? C'est le bon côté du travail d'éditeur, c'est qu'on ne sait jamais ce sur quoi on va travailler. On ouvre son ordinateur le matin et on reçoit un manuscrit et on découvre un sujet qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on ne soupçonnait même pas. Et donc c'est vraiment les auteurs qui nous proposent des sujets et on se dit, bah oui, moi j'y pensais pas alors que je m'intéresse à ces questions militaires. J'ai découvert ce sujet-là. L'exemple que je donne toujours, c'est des petits-enfants qui m'ont contacté un jour en me disant, on a retrouvé dans le bureau de notre grand-père une conférence qu'il a fait en France occupée sur les meilleures techniques d'évasion des camps allemands. Et en fait, il a été fait prisonnier. Il a vraiment fait une conférence dans un sanatorium pour expliquer les meilleures techniques d'évasion qu'il avait vu réussir. Et une conférence avec beaucoup d'humour. Et ça, évidemment, jamais j'aurais imaginé qu'en France occupée, il y avait quelqu'un qui a fait une conférence sur les meilleures techniques d'évasion. Et pourtant, ça existait. On a même retrouvé l'affiche de la conférence. Et donc, on l'a publié. Donc, en fait, c'est vraiment le sujet et les auteurs. C'est souvent un jeu à deux, évidemment. C'est une rencontre, d'abord, un livre. Et c'est ça qui nous pousse à faire. Donc, ce qui fait qu'on fait des livres uniquement d'histoire militaire, mais sous toutes ces formes. Ça peut être des livres pour enfants si on a un auteur qui nous propose un sujet intéressant. Ça peut être une bande dessinée si, on a des auteurs bretons qui nous ont fait un livre, une bande dessinée très amusante qui s'appelle Bataille sous la tente, où ils racontent toutes les batailles à travers les fantassins qui sont sous la tente et qui comprennent pas du tout ce qui se passe. Donc c'est complètement surréaliste. Je pense que c'est très réaliste parce que la plupart des soldats sont pas vraiment au courant de la grande stratégie et voilà, mais ça fait quelque chose de complètement décalé. Donc et ça, jamais j'aurais imaginé publier un livre comme celui-ci. C'est vraiment le jour où les auteurs viennent frapper à ma porte en me disant on travaille là-dessus, on pense que c'est un sujet intéressant. Et c'est vrai aussi pour les livres sérieux. Quand on nous contacte en disant ah bah tiens, je veux faire une histoire des animaux en 14-18 parce que c'est un moment charnière dans la relation de l'homme à l'animal. Là aussi, j'avais pas prévu de publier un livre sur le sujet. Mais quand Jean-Michel Dereix, qui est un spécialiste de l'histoire de l'environnement, de l'histoire des arbres, de l'histoire des marais, nous propose ce sujet et qu'il est habité par ce sujet, je comprends qu'il y a vraiment quelque chose à raconter d'important. Alors, vous travaillez aussi avec pas mal de partenaires, des musées, des institutions et l'armée française. Vous travaillez beaucoup avec. Alors, j'avais pas prévu aussi ce type de livre quand j'ai lancé la maison, mais assez rapidement, on a été contacté par des régiments. C'est quelque chose de très important dans la culture militaire, les historiques régimentaires. C'est une manière de renforcer l'esprit de corps, de faire rayonner l'unité. Et donc, il y avait plus d'éditeurs qui en publiaient. Donc, il y a certains éditeurs envoyant nos livres, certains régiments envoyant nos livres qui nous ont dit est-ce que vous pourriez nous aider à faire un historique régimentaire ? On en a fait un premier avec le régiment de marche du Tchad, et il a très bien marché. Et donc, on a été rapidement contacté par beaucoup
beaucoup d'autres régiments. Donc on a dû en faire 25 à peu près en 15 ans. Et à chaque fois, c'est très intéressant parce qu'à travers l'histoire d'une unité, on peut raconter en partie l'histoire de France, parce qu'évidemment, les événements qui touchent l'unité touchent aussi toute la France en général. Et donc le challenge, c'est toujours de montrer qu'à partir de cette histoire particulière, on peut intéresser un public un peu plus large. L'autre chose qui est très intéressante, c'est que dans les salles d'honneur des régiments, il y a des documents tout à fait exceptionnels. Oui. Et donc ça, c'est aussi très amusant à faire en termes d'iconographie, parce qu'il y a des pièces qu'on ne trouverait pas ailleurs. Je pense à un historique qu'on a fait avec le 2e régiment d'infanterie de marine. Ils ont dans leur salle d'honneur une cafetière. C'est une cafetière qui a été utilisée pour cacher le drapeau en 1914, qui a été enterrée dans le jardin d'une famille de l'Est de la France. Et donc ils ont récupéré la cafetière, et tous les ans, il y a la famille qui revient, les descendants de la famille qui reviennent pour une cérémonie. Et ça, évidemment, ça, on ne pourrait pas l'inventer. Et donc c'est ça qui est amusant avec les salles d'honneur, c'est qu'il y a plein d'objets qui racontent l'histoire du régiment. Bien sûr. Alors à qui vous adressez-vous l'histoire militaire, est-ce qu'elle a encore aujourd'hui un grand public ? Alors j'espère qu'elle a un grand public, ça dépend évidemment des sujets. Les historiques régimentaires, c'est d'abord au personnel actuel et ancien du régiment, mais on essaie de toucher toujours un public un peu plus large. Et il y a des livres qui sont beaucoup plus larges. Maintenant, heureusement, les passionnés d'histoire sont beaucoup plus nombreux qu'avant. Aussi curieux que ça puisse paraître, le jeu vidéo a fait venir une nouvelle génération de passionnés d'histoire au livre d'histoire. Donc on a des jeunes lecteurs qui sont très calés sur l'Antiquité, sur la Seconde Guerre mondiale, sur l'Empire. Et donc c'est un peu tout le monde, c'est pas du tout réservé à d'anciens militaires, c'est vraiment très très large comme public. Et alors, parmi vous en êtes à combien d'ouvrages à peu près aujourd'hui ? On est à près de 300 ouvrages. D'accord. Et alors, est-ce que vous en avez un préféré, lequel a le plus marqué votre carrière ? Préféré non, parce que c'est presque tous comme des enfants, et surtout c'est des relations avec des auteurs, donc il y a pas un auteur qu'on préférait. Il y a des histoires assez étonnantes. J'ai une conservatrice de la Bibliothèque nationale qui est venue me voir un jour en me disant j'ai découvert ce qu'avaient fait les décorateurs de théâtre en 14-18, c'est formidable, il faut faire un livre sur l'invention du camouflage. L'armée française est la première à avoir créé une section de camouflage qui a pour emblème évidemment le caméléon. Et ils ont fait des tas de choses, et c'est pas du tout anecdotique, parce qu'à la fin il y avait 15 000 personnes qui travaillaient dans cette section de camouflage et qui fabriquaient des filets et des tas de choses, et ça a sauvé beaucoup de vies, et ça a été copié par toutes les autres armées. Donc voilà, ça c'était un des premiers livres qu'on a fait pour le centenaire de la Grande Guerre, et ça a été un beau projet. Donc voilà, s'il faut en citer un, je citerai celui-ci parce que c'est un des premiers, mais ils nous tiennent tous à cœur. Si on les fait, on n'est pas forcé de les faire. Vous avez bien quand même une période préférée ? Moi je suis assez sensible à 14-18, parce que ça concerne tous les Français. Tous les Français dans leur famille ont un ancien qui s'est battu ou qui a été tué en 14-18. Dans tous les villages de France, évidemment, on voit les monuments aux morts. Et surtout, c'est un conflit qui est à la fois très moderne, et en même temps dans le rapport à la chose militaire qui est déjà assez ancien, et qui concerne toute la société. Donc moi, c'est une période à laquelle je suis assez sensible. Et puis j'ai lancé la maison en 2011, et donc très rapidement, on s'est retrouvé dans les commémorations du centenaire à faire de très nombreux projets, et ça a permis à la maison certainement de se développer. Alors nous allons maintenant parler d'un livre qui, j'espère, deviendra l'un des fleurons de votre maison, parce que c'est vraiment un livre que j'ai lu que je dévorais. Ce livre s'appelle Sur le front. Il est écrit, comme je le disais en introduction, par Bill Mauldin. Alors vous allez, d'ailleurs, on va raconter tout ça. Alors déjà, qui est Bill Mauldin ? Alors Bill Mauldin, c'est un jeune Américain qui naît en 1921 au Nouveau-Mexique, dans un milieu très très modeste, et donc il est mal nourri, il est rachétique, il fera à l'âge adulte simplement 52 kilos, mais il est très brillant, très intelligent. Quand il fera les tests de l'armée, ils s'apercevront qu'il a 140 de QI, et il a une passion pour le dessin. Et donc très tôt, il se rend compte que c'est ce qu'il veut faire de sa vie. Donc il commence, comme il vient d'un milieu très modeste, à dessiner des pin-up sur les camions des transporteurs américains. Il les dessine nus au départ, et puis il est puni, donc il doit dessiner des maillots de bain par-dessus. Et assez rapidement, il comprend que s'il veut vraiment en faire son métier, il doit rejoindre une université. Donc il va faire des études à Chicago pendant 1 an. Ça va être une période très dure, parce qu'il travaillera, il sera la journée à l'université, le soir il travaillera dans un restaurant, et la nuit il s'imposera de faire au moins 10 dessins qu'il enverra à tous les journaux américains qui ne les publieront pas. Donc ce sera une période très dure, mais sans doute très formatrice. Et après cette période-là, comme il doit bien gagner sa croûte, il va s'engager dans la garde nationale. Il ne peut pas s'engager dans l'armée parce qu'il n'a pas le physique, mais la garde nationale, il n'y a pas de test physique. Donc il s'engage, et 3 jours plus tard, la garde nationale est incorporée dans l'armée américaine. Donc c'est comme ça qu'il se retrouve dans l'armée américaine.
américaine. Donc il se retrouve engagé garde nationale, qui ensuite est fusionné, le disiez-vous, et la Seconde Guerre mondiale commence. Donc il fait ses premières années aux États-Unis. Il dessine dès le départ dans le journal de la 45e division auquel il appartient. Et cette 45e division est envoyée en Sicile, le débarquement de Sicile, et après toute la campagne d'Italie. Et donc il publie, je crois, 5 dessins par semaine pour raconter le quotidien des fantassins de la 45e division. Dessins qui sont publiés dans le journal de la division. Il va devenir très populaire et rapidement il va être repéré par Stars and Stripes, qui est le grand journal de l'armée américaine, qui tire à plus d'1 million d'exemplaires, qui est diffusé à tous les soldats. Et là aussi, il va publier plusieurs dessins par semaine. Donc il aura un statut tout à fait particulier, parce qu'il pourra se déplacer partout sur le front. Et il passe une semaine sur le front avec des fantassins, et la semaine suivante, il dessine à l'arrière et il transmet ses dessins au journal. Donc livre paru en 1945 aux États-Unis, qui reçoit le prix Pulitzer, on va en reparler. Et c'est très étonnant, c'est que ce livre n'avait jamais été traduit en France, jamais publié en France. Vous êtes le premier. Oui, c'est la première fois qu'il va être publié en France. On est très, très heureux parce que vraiment c'est un témoignage tout à fait unique sur la Seconde Guerre mondiale. Et je ne sais pas pourquoi il n'avait jamais été publié. Il y a des questions de droit. Acquérir les droits était assez complexe. Ils étaient partagés entre le Royaume-Uni, une fondation aux États-Unis. Enfin, ça nous a pris plus d'1 an de repérer où acheter ces droits. Mais on est très heureux de pouvoir le proposer maintenant au public français. Donc c'est Nicolas Ancelin qui l'a traduit, c'est un connaisseur de la Seconde Guerre mondiale, il est journaliste, je crois. Il est journaliste, il a travaillé longtemps à Géohistoire, c'est un grand passionné de la Seconde Guerre mondiale. Il a traduit un témoignage qui a inspiré la série Band of Brothers, et à titre personnel, il saute tous les ans le 6 juin avec des passionnés. Et c'est lui qui m'a alerté sur ce livre. Il m'a dit un livre formidable qui a jamais été traduit en français. C'est un des meilleurs témoignages sur la Seconde Guerre mondiale, il faut absolument le faire. Il a eu le prix Pulitzer à 23 ans, c'est le plus jeune récipiendaire du prix Pulitzer, et il faut absolument le traduire. Et donc il m'a transmis sa passion, parce que du coup j'ai lu l'édition, une édition poche américaine, et vraiment j'ai été fasciné par le personnage de Bill Mauldin, qui est très sympathique. Alors ça a été compliqué le travail de traduction, il a fallu adapter le ton qui est très... sans emphase, hein, c'est très sec. Il y a beaucoup d'argot. Beaucoup d'argot, c'est presque un langage parlé, donc ça n'a pas été simple, mais il s'en est bien sorti. Le terme le plus difficile à traduire, c'était dogface, ce qui désigne les combattants de première ligne pour les Américains. On s'est beaucoup posé la question de quel terme utiliser en français. On a opté pour troufion, qui nous semblait le terme le plus proche, mais l'idée c'est ça, c'est vraiment un combattant de première ligne qui est couvert de boue. Alors d'ailleurs, lui-même, Mauldin était soldat, il était en première ligne pour observer. Alors est-ce que ça a vraiment changé son regard qu'il a porté? Ça donne quoi comme regard sur le front? Je pense que s'il avait dessiné de l'arrière ses dessins, ça aurait été très différent. Il partageait le quotidien des combattants, et la peur et la peur qu'il ressentait. Il a été blessé d'ailleurs près de Monte Cassino à l'épaule. Il a reçu un éclat d'obus, ce qui le rendra très populaire auprès des GI qui ils verront qu'il partageait le même quotidien qu'eux. Et il racontait que la chose la plus dure pour lui, c'était les allers-retours entre l'arrière et le front. Il dit qu'une fois qu'on est au front, on est avec les combattants, on partage leur sort, et donc c'est moins éprouvant, mais de passer de l'un à l'autre, à la fin, il supportait plus. Il disait que voilà, de remonter au front pratiquement une fois par semaine, c'était vraiment très très dur. Mais on peut le considérer un peu comme le porte-parole de ces combattants anonymes de première ligne? Je pense qu'on peut le considérer comme le porte-parole. C'est les GI qui le considérèrent comme leur porte-parole, qui ont fait son succès, qui en ont parlé quand ils étaient de retour aux États-Unis. Et surtout, il y a une anecdote très touchante. En 2003, on s'aperçoit qu'il a la maladie d'Alzheimer. Les associations d'anciens combattants américains se passent le mot. Et donc, il y a des centaines d'anciens combattants qui viennent le remercier et lui rendre hommage dans sa maison de retraite. Il va recevoir plus de 15 000 lettres. Sa famille pourra pas toutes les ouvrir. Et il y a beaucoup de soldats qui lui amèneront les chaussettes réglementaires de l'armée américaine, parce qu'un de ses plus célèbres dessins de la Seconde Guerre mondiale, on voit Willie et Joe. Willie a sauvé la vie de Joe, et pour le remercier, Joe lui dit je vais te donner ma dernière paire de chaussettes sèches. Et donc c'est en référence à ce dessin que tous les vétérans lui amèneront des paires de chaussettes. Sachant qu'une paire de chaussettes sèches, si je suis arrivé, effectivement dans ce genre de conditions peut même vous sauver la vie. Alors ce que dit Ancelin dans sa préface, il dit que Mauldin décrit je cite, la guerre au ras du sol.
La guerre menée par des soldats de l'infanterie, des hommes qui dorment en marchant, ils se lavent dans les trous d'obus et fuient le combat plus qu'ils ne le cherchent. Alors, est-ce que c'était nouveau de décrire, loin des récits stratégiques, héroïques, est-ce que c'était nouveau de dépeindre cette guerre à hauteur d'homme? Je pense qu'il y a toujours eu des dessinateurs, des caricaturistes, des cartoonistes, mais ce qui change avec Bill Mauldin, c'est que tout d'un coup, il va avoir une audience gigantesque parce que l'armée américaine a ce média énorme et qui est Stars and Stripes, donc je le disais, plus d'1 million d'exemplaires, et surtout ces dessins vont être repris dans tous les quotidiens américains, dans tous les quotidiens régionaux, et donc ils vont avoir un écho très important. Donc il va pouvoir dessiner très librement et ces dessins vont être diffusés très largement. Donc c'est la conjonction de ces deux caractéristiques qui vont faire la nouveauté de Bill Mauldin. Alors, il montre aussi une armée américaine qui est divisée en deux. Il y a celle du front et ceux de l'arrière. Il dit, par exemple, que le sang n'avait pas eu le temps de sécher sur les uniformes, que les bars étaient déjà réservés au personnel non combattant. Alors, est-ce que c'était un tabou à l'époque, cette armée divisée en deux? Comment ça se passe? Effectivement, ce sont ces combattants qui sont en première ligne. Alors, qui occupe les bonnes places dans les villes? Alors, il en veut beaucoup aux officiers. Il a de l'estime pour quelques officiers, mais la plupart, il les présente de manière assez critique. Il veut rendre hommage à cette armée de paysans, de citoyens américains qui se bat en première ligne, qui risque sa vie, qui a rien demandé à personne et qui se retrouve dans des trous d'obus, dans la boue, à souffrir et à mourir pour beaucoup d'entre eux. Et donc, il supporte pas que derrière, il y ait, que ce soit des officiers ou des services non combattants et qui vont prendre toutes les bonnes places, la meilleure nourriture, et voilà. C'était un tabou, mais il y avait un très grand trafic, et donc en première ligne, les simples fantassins n'étaient pas toujours les mieux nourris, et donc ça va ulcérer Bill Mauldin. Oui, alors donc vous parlez effectivement d'armée de paysans, on emploie le terme même, ce sont les prolétaires de l'armée. D'ailleurs, j'ai appris une chose, il y a cette différence entre l'armée régulière et cette armée-là, l'infanterie US, qui est une armée de conscription. C'est ça, c'est une armée de conscription fondée uniquement pour la Seconde Guerre mondiale, et donc c'est vraiment Monsieur Tout-le-Monde qui va se retrouver dans cette armée-là, et on sent que le livre aurait pu s'appeler Éloge du fantassin ou Plaidoyer pour le fantassin. On sent qu'il a une grande estime pour ces jeunes types qui n'ont rien demandé à personne et qui font leur devoir, qui vont au front la peur au ventre, et malgré ça, ils remplissent leur devoir. Donc ils trouvent ça très dur quand ils sont punis pour des choses stupides, parce qu'ils sont mal rasés, parce que leur uniforme est sale, pour tout ce genre de petits détails, et donc ils ne cessent de dénoncer toutes ces absurdités dans ces dessins. Et d'ailleurs, ces dessins, on va en venir. Comment vous décririez son style graphique? Alors, c'est assez épuré, épuré, c'est pas la ligne claire non plus, mais c'est très simple, mais très très expressif. Quelle influence a-t-il eu pour dessiner comme ça? Est-ce que c'est une tradition américaine ou est-ce que c'est très nouveau? Je pense que c'est assez nouveau, c'est vraiment expressif, je trouve le bon adjectif. L'autre dessin pour lequel il recevra un prix Pulitzer au début des années 60, c'est lors de l'assassinat de Kennedy. Il va dessiner son dessin qui sera sans doute le dessin le plus célèbre, où on voit la statue de Lincoln à Washington qui se tient les visages dans les mains et qui est en train de pleurer. Et donc ça va avoir un écho très, très important. Et donc oui, il a toujours une idée brillante derrière le dessin, et c'est ce qui fait sa force. Et il dit que beaucoup de ces idées lui ont été données par les types sur le front, simplement en les entendant discuter, en les entendant plaisanter, et que c'est à partir de ça qu'il griffonne immédiatement dès qu'il entend une blague intéressante, une idée intéressante, et après quand il revient à l'arrière, il refait le dessin pour qu'il soit publié. Alors justement, ces personnages, il y a deux personnages récurrents, Willy et Joe. Effectivement, on les voit toujours hirsutes, habillés, j'allais dire, un peu comme des clochards, toujours avec plein d'ustensiles accrochés partout. Est-ce que c'est vraiment à cela que ressemblait le GI américain sur le front? Parce qu'on a très peu de photos finalement de gens comme ça. J'ai regardé, j'ai cherché. Oui, je crois que comme vous, moi aussi j'étais influencé par la propagande américaine, par Hollywood, et donc on a toujours cette image du combattant américain impeccable, très jeune, très beau, très fort, et en fait quand on lit le récit de la campagne d'Italie, c'est terrifiant, c'est pas Verdun, mais enfin on n'en est pas très loin quand même. Il passe des semaines et des semaines dans des trous d'obus, sous la pluie, à mal manger, hirsutes. Donc je pense que ça correspond tout à fait à une réalité, et que les combattants impeccables de la propagande, c'est ceux de
l'arrière. En fait, ceux du front qui dorment mal, qui sont en permanence en danger, évidemment, ils sont jamais impeccables. Donc ça correspond tout à fait à la réalité, mais une réalité qui a été volontairement effacée par la communication américaine. Alors les dessins, nos téléspectateurs là, en prennent connaissance, sont parfois drôles, souvent amers, mélancoliques. Est-ce qu'on peut parler aussi, souvent très drôle quand même, est-ce qu'on peut parler d'humour noir Je pense que ça se rapproche de l'humour noir. Il dit que s'il avait écrit ce livre 15 jours après être arrivé sur le front, il aurait été très différent. Mais il dit après des semaines et des semaines et des mois à voir des types blessés, amputés, tués, évidemment, il n'a pas envie de faire quelque chose qui est uniquement drôle. Il veut raconter leur quotidien et parfois le quotidien est absurde et donc ça nous fait sourire ou rire, mais qu'il ne cherche pas à être drôle pour être drôle. Il veut vraiment témoigner du quotidien du fantassin américain et c'est ça, à mon avis, qui est assez original. C'est qu'il ne fait pas un dessin pour un dessin et simplement pour être drôle, mais c'est vraiment un témoignage unique sur la Seconde Guerre mondiale. Alors, je parle du humour noir, il y en a quand même un qui est excellent, qui est aussi un de ses plus connus. Là, on le voit donc ces deux GI qui sont pris sous le feu et il y en a deux qui dit à l'autre « Je me sens comme un évadé de la loi des probabilités ». Donc là, si c'est pas de l'humour noir, ou un autre, il se plaque au sol et il dit « Je peux pas aller plus bas, Willy, mes boutons font obstacle ». Voilà oui, le genre de... Moi, je trouve que ça sent vraiment le vécu. Enfin, qu'il n'a pas dû l'inventer. Il a dû entendre des GI plaisanter là-dessus. Il y a un autre dessin qui lui a attiré les foudres du commandement. C'est on voit des GI clochardisés qui encadrent des prisonniers allemands. Et la légende, c'est l'armée américaine victorieuse va de victoire en victoire, etc. Et ils ont l'air tous aussi misérables. Ils ont tous la même tête. Ils sont tous misérables, c'est terrible. Exactement, oui. Ah donc effectivement, il y a une grande force symbolique aussi dans ces dessins, on en a parlé tout à l'heure. Mais quel est le dessin qui vous touche le plus particulièrement? Est-ce que c'est celui avec les chaussettes? Les chaussettes, je trouve que ça c'est vraiment assez touchant parce que ça dit aussi la fraternité d'armes qui est quelque chose que racontent tous les combattants, quels que soient les conflits. Et ça, on voit bien qu'entre Willy et Joe, c'est aussi ça une des forces de Bill Mauldin, c'est de raconter cette fraternité d'armes, ce fait qu'ils se sont prêts à se sacrifier l'un pour l'autre, à se soutenir dans cette galère. Et donc oui, je trouve que c'est un des plus touchants. C'est celui qui va marquer les esprits. Donc oui, c'est mon favori, je crois. C'est votre favori. Alors là, comme je disais, la condition donc, du fantassin, elle est au cœur du livre. Et il en fait également les grands sacrifiés de la guerre. Et là, j'ai relevé un chiffre que donne Nicolas Ancelin dans la préface. Les fantassins de l'armée américaine représentaient environ 14% des troupes américaines déployées à l'étranger, tout en subissant 70% des pertes. Donc l'infanterie, est-ce qu'on peut dire que l'infanterie américaine, on peut même revenir un petit peu avant-guerre, est le parent pauvre de l'armée américaine? Je me rendais pas compte que c'était autant le cas, mais en le lisant, ça paraît tout à fait véridique. Ils sont assez mal équipés parce que c'est pas l'arme la plus prestigieuse. Évidemment, c'est pas l'aviation, c'est pas les Marines, c'est pas la Navy. Donc c'est une armée de paysans. Ce qui est important, c'est le nombre. Ils sont là pour occuper le terrain. Le nombre, ils étaient en 39, 169 000 seulement. Oui, c'est ça. Ils étaient très peu nombreux, mais après, évidemment, le contingent va grossir. Mais ces derniers, c'est toujours les derniers à recevoir les équipements dont ils ont besoin. Et donc, il a cette phrase qui est vraiment très frappante de dire le plus sûr moyen de devenir pacifiste, c'est de rejoindre l'infanterie. Mais on disait très très mal équipés, mais ils sont aussi victimes, j'allais dire de nouveau de l'arrière, de tout le trafic, de tout le marché noir qu'il y a, et qui les empêche d'avoir du bon matériel, voire des bonnes rations alimentaires. C'est ça. Il n'en veut même pas aux gens du matériel, il le raconte dans son mémoire. Il dit aussi leur situation n'est pas terrible et je comprends qu'ils essaient de l'améliorer en revendant du matériel. Mais ça fait que ce qui était prévu, le nombre précis qui était prévu pour les fantassins, il y a une grande partie qui n'arrive pas et donc ils sont mal équipés. Et en hiver, évidemment, ça peut provoquer des pieds gelés, ça peut provoquer des tas de maladies. Et donc il est tout à fait révolté et c'est pour ça qu'il le raconte dans ses dessins. Et je pense que ça va contribuer à faire bouger les choses parce que certains dessins auront un écho très important. Il y a le général Patton qui veut absolument lui botter le cul et le jeter en tôle. Et donc oui, il dénonce aussi les absurdités de la hiérarchie militaire. Alors
quels ennuis s'attire-t-il pendant toute la guerre? Finalement, il subit les foudres de sa hiérarchie, même s'il est soutenu c'est assez intéressant par d'autres généraux. Et c'est quoi qu'on voit le jeu de pouvoir. Certains généraux pensent qu'il est tout à fait utile et ils s'en servent en termes de propagande pour expliquer pourquoi la guerre dure, pourquoi elle est dure, alors qu'on vole de victoire en victoire, la guerre se poursuit jusqu'en avril 1945. Donc ils s'en servent aussi pour raconter que le quotidien des GI n'est pas si facile et qu'à l'arrière il faut continuer à faire des efforts. Donc pour ça c'est très utile et c'est à mon avis pourquoi du point de vue stratégique ils ont mis en avant ces dessins. Et ils s'en servent aussi parce que c'est un exutoire, c'est une sorte de catharsis. Et donc il y a beaucoup d'officiers et notamment Eisenhower qui protègent Moldin parce qu'ils se rendent compte que c'est très important pour le simple soldat de voir que son sort est partagé par des centaines de milliers d'autres soldats et qu'il n'est pas oublié, qu'on en parle, qu'on moque les officiers qui sont responsables de cette situation-là. Et voilà. Mais il y a certains officiers qui seront furieux et notamment le général Patton. Oui, donc il est la bête noire de Patton. C'est la bête noire de Patton. Il supporte pas de voir les soldats hirsutes et misérables dessinés par Bill Moldin. Donc il le convoque un jour et il veut le jeter en prison. Mais Eisenhower va l'en empêcher. Et donc Moldin va pouvoir continuer jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à recevoir le prix Pulitzer. Mais bon, il aura quand même quelques mots gentils pour le général Patton dans son livre. Il dira que c'était un grand tacticien, un grand chef militaire, mais que s'arc-bouter sur des réglementations sur le fait d'être bien rasé ou d'avoir un uniforme propre, il trouvait que c'était ridicule. Alors il n'y a pas que les généraux qui en prennent pour leur grade, il y a également les jeunes lieutenants. Tout frais et moulus, qui en prennent bien pour leur grade. Pourtant, ces lieutenants étaient également sur le front avec l'infanterie. C'est ça, on voit qu'ils ont très peur du lieutenant frais et moulu qui arrive plein d'idées. Il y a un dessin assez amusant où on voit Willie et Joe en train de boire de l'alcool et de tendre la bouteille au lieutenant et ils lui disent alors c'était quoi tes principes il y a 15 jours et voilà. Et en fait le nouveau chef qui a plein d'idées c'est toujours très dangereux et donc il y a aussi des dessins où ils sont très inquiets de voir leur chef qui est là depuis toujours partir et d'avoir un jeune chef plein d'idées. Plein d'idées nouvelles. Alors il part sans détour du marché noir, de la corruption, du froid, du manque d'équipement, mais également, et c'est très important pour le soldat, on sait, la nourriture. Il y a pas mal d'anecdotes assez cocasses sur la nourriture, donc ils se payent sur la bête, sur le terrain, ils achètent ou ils volent dans les fermes, et il écrit que tuer une vache à la mitrailleuse était parfois la seule façon de manger chaud, et d'ailleurs on voit Joe ou Billy, je ne sais pas, dans un buisson, braquant une vache avec sa mitrailleuse, disant je jurerais qu'il y avait une patrouille de Boche derrière la vache. C'était vraiment si catastrophique que ça au niveau de nourriture? Est-ce que c'était vraiment si important? C'est ce qu'il raconte. En tout cas, la ration de première ligne américaine la fameuse ration C. Oui, était vraiment pas bonne. Et il raconte que dès qu'ils tombaient sur un camp allemand, ils étaient ravis de récupérer toute la nourriture qui était bien meilleure. Que les Allemands faisaient le contraire des Américains. C'est qu'en première ligne, les soldats étaient les mieux nourris et c'était à l'arrière qu'ils souffraient de la faim et qu'ils avaient de moins bonnes rations, et qu'au contraire, la mer américaine, on était très très bien nourris quand on était, parce que la logistique fonctionnait quand on était à l'arrière, mais en première ligne, en revanche, la ration était vraiment pas terrible. Et d'ailleurs, on voit que tout ce qu'ils peuvent trouver sur le front, ils s'en servent pour se nourrir, et qu'ils fabriquent aussi eux-mêmes leur propre alcool. C'est aussi un autre problème de l'armée américaine, c'est qu'ils veulent que les soldats soient complètement sobres, et évidemment, ça fonctionne pas parce que dans des conditions de peur extrêmes, on sait bien que évidemment, l'alcool est un besoin réel, et donc il y a plein de dessins où on voit les GI fabriquer leur propre alcool dans des alambics de campagne, et donc là aussi c'est une question récurrente dans les dessins. Et d'ailleurs il y a une anecdote assez amusante, il raconte l'histoire d'un de leurs camarades qui était prisonnier des Allemands, qui s'est échappé. Et lorsqu'il revient, parce que la Convention de Genève impose de nourrir les prisonniers de la même façon que le combattant qui l'a fait prisonnier. Et donc ce soldat américain évadé dit « Moi quand j'étais chez les Boches, j'avais le droit à une saucisse, à de la bière, 10 cigarettes par jour et du chocolat. » Il n'arrêtait pas et il raconte aussi que les prisonniers allemands sont ulcérés et ne peuvent pas croire que la nourriture qu'on leur donne est la nourriture du combattant américain tellement elle est mauvaise. Donc le livre a connu un immense succès aux États-Unis dès 1945 parce que
qu'est-ce qu'il a fait finalement? Il a compilé tous les dessins, il a écrit le texte après, ou il a pris des notes pendant la guerre? Alors, il a pas compilé tous les dessins, il en a sélectionné les 168 qu'il trouvait les meilleurs, et pendant qu'il était en Italie, à Rome, il va écrire le premier jet de Sur le front. Une partie sera coupée par la censure, on ne sait pas ce qui a été coupé, mais en tout cas, on sait que Bill Mauldin est enragé, mais malgré tout, ce qui reste est quand même déjà très fort, et il va le publier en 1945, recevoir le prix Pulitzer, et il y aura plus de 20 éditions jusqu'en 1950, plus d'1 million d'exemplaires vendus, et il sera adapté sous la forme d'un film. Un film avec un film qui a eu du succès, qu'on peut trouver en France? Alors qu'on peut trouver en France, on peut le voir sur YouTube. Alors c'est un film de 1952, donc évidemment c'est une manière de montrer la guerre qui est très différente de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est assez daté, mais on peut le regarder sur YouTube si on le souhaite. Alors finalement, que dit Mauldin au lecteur d'aujourd'hui? Est-ce que ça peut toucher un jeune public? Parce que la condition de ces soldats sur le front, c'est à peu près la même qu'on pouvait retrouver finalement dans toutes les guerres, 14-18, même avant, dans 39-45. Est-ce que c'est une permanence finalement, cette souffrance du soldat, du fantassin sur le front? Alors je suis convaincu que c'est une permanence, notamment pour les armées de conscription, des gens qui n'ont pas choisi de faire la guerre et qui se retrouvent sur le front. J'entendais un podcast hier sur un podcast américain et il disait on regrette qu'il n'y ait pas un Bill Mauldin en Ukraine parce qu'avec les chaînes d'infos 24 heures sur 24, on a l'impression de tout voir sur la guerre, mais en fait on connaît pas la réalité du combattant et du simple fantassin. Et donc ce que dessine Bill Mauldin sur l'Italie et la France pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait ça aurait pu dessiner sur n'importe quel conflit. C'est vraiment intemporel. Et c'est un témoignage exceptionnel parce que pour une fois, c'est pas un combattant qui se met en scène sur ses exploits militaires, ses faits d'armes, mais c'est vraiment quelqu'un qui raconte ce qu'il voit et la vie du fantassin. Donc c'est quelque chose de très différent des témoignages classiques. Il n'y a pas d'équivalent, Bill Mauldin, chez nous en France? Non, j'ai réfléchi dans les dessinateurs. Je crois que ça tient vraiment à la culture américaine, à cette liberté de la presse, cette liberté d'expression. Je pense qu'il n'aurait pas pu voir le jour dans un autre pays et il est arrivé au bon moment, où les médias de masse se développaient et où il n'y avait pas encore de vraie censure. On les laissait publier à peu près tout ce qu'ils voulaient. Ça changera avec la guerre du Vietnam parce qu'on sait bien que pendant la guerre du Vietnam, le regard de la population américaine va beaucoup changer suite à ce que raconteront les correspondants de guerre. Il y a une citation très célèbre d'un général américain pendant la guerre du Vietnam qui dit « La guerre, c'est comme les saucisses, il faut mieux pas savoir comment c'est fait ». Et après, donc, l'US Army va reprendre complètement le contrôle sur les médias. Sur les médias, évidemment. Bien, donc sur le front de Bill Mauldin, donc il y a 168 illustrations. C'est un livre qui fait 280 pages. Enfin, il y a plus là une préface très intéressante. Également de Nicolas Ancelin qui pose bien le sujet. Donc et il y a une postface aussi de la petite fille de Bill Mauldin qui se trouve être une militaire américaine qui a fait West Point, qui est professeure à West Point. Et donc ce qui est étonnant, c'est que c'est une lignée de militaire parce que donc Bill Mauldin a évidemment été militaire, son père était artilleur, son grand-père était éclaireur pendant les guerres contre les Indiens. Et donc c'est vraiment une lignée de militaires. Donc c'est un texte qui par certains aspects est antimilitariste et en même temps il y a un grand respect pour les militaires, pour les combattants. Donc c'est ça qui en fait un témoignage. C'est ça, oui, plus pacifiste. Plus pacifiste voilà, donc c'est une œuvre qui est journalistique, artistique, voire même poétique. En fait, c'est vraiment... et ça se lit... ça se dévore. Ça se dévore et puis on rit beaucoup. Et puis vraiment, on a envie de rencontrer Bill Mauldin. Il est très sympathique. Très sympathique. Il avait une tête absolument, en plus une tête absolument incroyable. Alors Pierre de Taillac, on va quitter Bill Mauldin et sur le front, mais on va rester dans la Seconde Guerre mondiale parce que je voudrais que vous nous parliez d'un projet éditorial. Enfin, le livre va sortir fin juin. Qui est, je le disais en introduction, qui est vraiment une nouveauté. C'est 10 ans de travail, c'est un dictionnaire des généraux français de la Seconde Guerre mondiale. Donc 10 ans de travail, mais alors qui sont les pauvres auteurs qui ont travaillé pendant 10 ans? Alors les pauvres auteurs, il faut vraiment avoir un courage à toute épreuve pour se lancer dans ce genre d'aventure, parce qu'il y a 1086 généraux français de l'armée de terre pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y en a eu tant que ça. Il y en a eu tant que ça. J'aurais pas imaginé qu'ils étaient aussi nombreux. On peut en citer comme ça de peut-être 20 ou 30, mais au-delà, voilà. Alors, on est bien d'accord, on va de 1939 à 1945. C'est ça. Donc ça inclut
les généraux de la défaite, la campagne de France, de la défaite, et jusqu'aux généraux de la victoire de 45. C'est souvent une même génération, donc c'est assez intéressant. Et donc les deux directeurs de l'ouvrage se sont lancés dans ce projet il y a plus de 10 ans maintenant. C'est Max Chiavon, qui est un grand spécialiste des élites militaires. Que nous avons reçu ici. Voilà, qui a publié sur des biographies, sur Gamelin, sur Georges, sur Ollery, de très nombreux généraux, et qui a dirigé la recherche au service historique de la Défense, et François Delannoy, qui est aussi un grand spécialiste d'histoire militaire, docteur en histoire également. Et donc, ils ont réuni autour d'eux une équipe de 30 historiens, parce que c'est évidemment impossible de faire un livre de cette nature tout seul. Et donc, ça a été 10 ans de travail. Pour se rendre compte de l'ampleur, un livre comme Sur le front, ça fait à peu près 250 000 signes. Là, on est proche de 10 millions de signes. Donc, ça équivaut à 40 livres comme Sur le front. Donc, c'est vraiment un travail de Romain. La correctrice qui a commencé à travailler dessus, ça fait 2 ans qu'elle travaille dessus, qu'elle relit des notices. Elle fait pas ça à plein temps, évidemment, parce qu'on peut pas faire ça à plein temps pour rester concentré, mais elle en relit 2 ou 3 heures par jour depuis 2 ans, parce qu'il faut aller au bout de ces 10 millions de signes. Nous, là, toute l'équipe, parce qu'on va l'envoyer à l'impression ces jours-ci, on s'est partagé le dictionnaire en 5 morceaux, donc on est chacun en train de relire nos 20%. La chasse à la coquille. C'est ça. Et c'est déjà un travail tout à fait conséquent, mais c'est très amusant parce que on voit la sociologie de ces officiers. Ils sont tous nés autour des années 1880 pour être généraux autour des années 40, et c'est tout à fait amusant parce que on voit aussi les notations. C'est ce qui est le plus amusant du dictionnaire, c'est les notations, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas du tout édulcoré. Les officiers qui les notent, dont certains sont des officiers très célèbres, disent vraiment ce qu'ils pensent. Il y en a une très féroce sur le général de Gaulle, d'ailleurs. Il y en a très féroce sur le général de Gaulle, où ils disent qu'ils pensent surtout qu'il a une autre image de lui-même et que ça déforme sa pensée. Voilà. Donc on voit qu'ils jugent assez justement ces officiers. Donc ça fait une lecture qui est très amusante. Évidemment, c'est pas fait pour être lu de la première à la dernière page. C'est un livre qui est fait pour les chercheurs, pour les étudiants, pour les bibliothèques. Mais j'espère qu'on en fera avec les auteurs un essai plus court sur la sociologie de ces élites militaires, parce que ça n'avait jamais été fait. Il n'y avait jamais eu de dictionnaire. Justement, cette sociologie, quelle est-elle ? Moi, ce qui m'a frappé en relisant les notices, c'est de voir qu'il y a quand même pas mal d'officiers généraux qui sont sortis du rang. Certains viennent de milieux très très modestes, ont un père ou un père paysan, ont une mère qui, évidemment, la plupart du temps, elle n'a pas d'emploi, mais certaines sont couturières. Enfin, on sent des milieux assez modestes, et ils réussissent grâce à l'école de la Troisième République, ils réussissent le concours de Saint-Cyr, et petit à petit, parce qu'ils sont brillants, ils gravent sous les échelons. Donc ça, c'est assez frappant et assez touchant de voir que sur ce quota, il y a une grande partie qui ne sont pas du tout... Il y a aussi des fils de ministres, des fils d'officiers, évidemment, mais il y a vraiment des simples Français qui finissent à la tête de l'armée. Et beaucoup sortis du rang ou pas ? Je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête. Alors, je n'ai pas les chiffres, on n'a pas encore fait de pourcentage, ce sera l'objet sans doute d'une deuxième étude, j'espère. Mais oui, il y en a quand même pas mal qui sont sortis du rang. Moi, ça m'a frappé. Je pensais qu'ils étaient tous passés par Saint-Cyr au Polytechnique, selon l'arme dans laquelle ils servent. Mais en fait, pas du tout. Non, il y en a aussi qui s'engagent comme simples soldats, qui font une très belle Première Guerre mondiale, qui gravissent rapidement les échelons grâce à la Première Guerre mondiale, si je puis dire. Et après, ils sont sur la rampe et ils rattrapent le temps perdu, les diplômes qu'ils n'ont pas, grâce à cette Première Guerre mondiale. L'armée a cette force quand même de réussir à faire sortir du rang un certain nombre de types brillants. Et c'est un livre, il y a beaucoup de photos ou il y a des Non, photos? Alors pas de photos, on s'est posé la question. En fait, on n'a pas retrouvé des portraits de chacun des 1086. Donc il fallait faire un choix si on n'en met pas du tout. C'est ça. Et donc on a choisi de ne pas en mettre. Ça fait déjà un livre qui fait 1200 pages et on était à la limite maximum pour pouvoir relier le livre. Donc on s'est dit on va pas prendre le risque de passer à 1400 pages et de ne plus pouvoir le relier. Donc c'est sans photo. Vraiment, ce qui est le plus amusant, c'est de voir la sociologie de ces élites militaires, les notations, et de temps en temps, il y en a un qui a un parcours tout à fait étonnant, donc ça c'est aussi assez amusant à lire. Ils sont classés par ordre alphabétique ? Par ordre alphabétique, oui. Bien. Bon, écoutez, donc le dictionnaire des généraux français de la Seconde Guerre mondiale. Alors ce qui m'a frappé, c'est sur la couverture, il y en a un qui porte l'uniforme américain. C'est ça, évidemment, l'armée victorieuse est largement équipée par l'armée américaine, et donc on le voit aussi sur les uniformes des généraux.
Pierre de Taillac, avant de nous quitter, alors j'ai vu que vous aviez apporté, bon, il y a Sur le front, vous avez apporté 2 autres ouvrages, c'est des ouvrages que vous voulez nous montrer. Alors, il y en a un qui est très illustré, c'est une petite histoire de l'armée française, c'est ça? C'est une petite histoire de l'armée française. C'est un livre que j'ai eu envie de faire parce que, comme tous les passionnés de livres, j'ai beaucoup de livres pour enfants de la première moitié du XXe siècle. Et à l'époque, c'était un classique des éditeurs de raconter les hauts faits d'armes de l'armée française dans des livres très illustrés avec des illustrateurs très talentueux, notamment dans Job par exemple, mais il y en avait beaucoup d'autres. Oui. Et donc j'ai eu envie je me suis dit pourquoi ça n'a pas été fait depuis 75 ans. Et il y a plein de choses à raconter, évidemment depuis les débuts de l'armée française, mais jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai demandé à un officier avec qui je travaille régulièrement, qui a beaucoup d'enfants, de se lancer là-dedans. Le projet lui a plu et on a trouvé un illustrateur qui s'appelle Charles Ngo, qui est aumônier militaire et qui publiait régulièrement des aquarelles sur l'armée française sur les réseaux sociaux. C'est comme ça que je l'ai découvert et donc je lui ai demandé s'il serait tenté d'illustrer cette petite histoire. Et on l'a publié au mois de janvier et ça marche très bien. J'ai l'impression qu'on répond à un besoin, qu'il y a des lecteurs qui sont très heureux de retrouver une histoire pour enfants de l'armée française et donc je suis très heureux. Il y a un petit clin d'œil au titre de Bainville, la petite histoire de l'histoire de France. C'est ça. Sinon, d'autres projets à venir? D'autres projets, on a publié un roman historique, on n'en fait pas beaucoup et ça c'est vraiment un roman tout à fait étonnant parce qu'il se passe à une période où assez rare pour les romans historiques, c'est pas l'Empire, c'est pas la Première Guerre mondiale, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, c'est pendant les années 70 en Afrique. Ouais. Et c'est un maçon qui est recruté par un roi du Dahomey pour construire son palais et il va découvrir un sceptre le détenteur du sceptre a toute la légitimité du pouvoir, donc il va se retrouver au milieu de luttes de pouvoir dans le Dahomey, dans l'Afrique des années 70, avec les services secrets français, soviétiques, etc. Donc c'est très très amusant. Bien, Pierre de Taillac, merci. Donc longue vie à Sur le front, et puis au dictionnaire, hein, même si c'est sûrement beaucoup plus ardu. Merci d'être venu nous parler de tous ces livres et puis on se tient au courant avec vos prochaines publications. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu. C'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, présentée en partenariat avec la Revue d'Histoire Européenne. Revue d'Histoire Européenne dont le numéro de juin-juillet comporte un gros dossier consacré à la guerre froide, mais nous en reparlerons. Merci et à bientôt. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.